Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Soyons rassurés, le théâtre existe, mais jamais dans l'absolu, toujours sous des formes singulières, dissemblables, passagères. Pour ce cours, j'ai eu envie de me retourner vers les spectacles les plus marquants de ma génération, vers de bien singulières métamorphoses du théâtre. Aujourd'hui, ce sera Orlando Furioso de Luca Ronconi et Eduardo Sanguinetti. Le jeudi 25 mars, Les Clowns et 1789-93 d'Ariane Mouchkine et du Théâtre du Soleil. Le jeudi 1er avril, Fire et Un homme dit au revoir à sa mère de Peter Schumann et le Théâtre du Bread and Puppet. Le jeudi 8 avril, Le regard du sourd de Robert Wilson. Le 6 mai, La classe morte de Tadeusz Kantor. Le jeudi 20 mai, Les aveugles de Maeterlinck dans la fantasmagorie de Denis Marlowe. Le jeudi 27 mai, L'acte inconnu de Valère Novarina. Et le lundi 3 juin, Café Muller et Barbe bleue de Pina Bausch. Ce cours est fondé sur un paradoxe. Que puis-je apprendre aujourd'hui d'un spectacle que j'ai vu un seul soir, il y a déjà 40 ans? Si je me fie à ma seule mémoire, pas grand-chose. Je me rappelle seulement d'un moment de joie partagée. À franchement parler, je m'en souviens mal. Et pourtant, cette expérience théâtrale m'a marqué par son extrême singularité, qui n'a jamais été reproduite. Notre premier recours contre l'oubli pourrait être la vision d'un film vidéo, la projection de photographies. Malgré tous les efforts de Sylvie Martin-Lamani qui m'aident à enrichir mon cours d'illustration, et je l'en remercie chaleureusement, nous n'avons pas pu convaincre nos amis italiens de nous envoyer à temps les documents qu'ils avaient sous la main. Ne vous inquiétez pas, ils arriveront sans doute demain ou après-demain. Heureusement, je tiens à ma disposition le livre de Franco Quadri, intitulé Ronconi, qui a été publié en 1974, un mémoire d'études d'Eleonora Buiatti, qui date de 1997, et quelques articles et entretiens. Toute la difficulté de parler du théâtre disparu saute aux yeux. Je vais ainsi me livrer à un exercice bien périlleux mais passionnant, puisqu'il s'agit d'évoquer un spectacle qui a marqué son temps. Avant l'année 1968, un même malaise traversait la société aussi bien en Italie qu'en France. Dans les deux pays, il s'exprimait fortement dans les milieux artistiques. Une génération nouvelle se sentait abandonnée. Elle n'avait pas trouvé vraiment place dans l'institution théâtrale. Elle commençait à formuler clairement ses critiques contre le fonctionnement des teatro stabile, qui restaient trop repliés sur eux-mêmes. Franco Quadri note précisément « Le grand metteur en scène Strehler, à la cadence de 3 ou 4 mises en scène par an, a mené une politique absolutiste au Piccolo Teatro de Milan. Pendant 20 ans, il n'a jamais laissé une place à un artiste plus jeune que lui. » Quadri ajoute « Derrière les Strehler, les Squarzina, les De Bosio, derrière tous les vieux qui ont pris en charge le théâtre italien au lendemain de la guerre, il y a le vide. On n'a pas songé à former une nouvelle génération de metteurs en scène, de même que l'on n'a pas su créer un nouveau répertoire, ni réunir des groupes de travail véritablement efficaces. Règne donc un sentiment de stagnation, de frustration et même de violence.
Les jeunes gens en colère affirment qu'on fait tout pour saboter ce qui risque de remettre en question la politique de la génération au pouvoir. En novembre 1966, un manifeste de l'avant-garde marque le désir d'affirmation de cette génération qui se sent laissée et abandonnée sur le bord de la route. En voici un extrait. Mis à part quelques rares exceptions, notre théâtre ne s'est pas montré seulement incapable d'emprunter une voie originale, mais il a tout fait pour s'enfermer dans l'isolement le plus complet. Il a prouvé à chaque occasion son insensibilité devant les recherches les plus poussées dans le domaine de la poésie, du roman, du cinéma, de la musique, des arts plastiques. Notre but est de stimuler, réunir, valoriser et défendre les nouvelles tendances théâtrales et aussi de briser les barrières qui séparent actuellement le théâtre des autres formes artistiques. Ce faisant, nous avons le sentiment de répondre à une profonde exigence des nouvelles générations. Parmi les 24 signataires, on trouve le nom de Luca Ronconi, jeune metteur en scène de 33 ans en 1966. Il restera fidèle à sa signature, puisque 3 ans plus tard, il réunira, sur la base de l'égalité des salaires, un groupe de jeunes comédiens de l'Académie théâtrale de Rome où il enseigne, rejoints par des acteurs plus chevronnés. Une quarantaine de comédiens, une vingtaine de techniciens réaliseront ensemble sous sa direction une des productions parmi les plus originales que j'ai vues, Orlando Furioso, créé le 4 juillet 1969 dans l'église de San Nicolo à Spolète, une église désaffectée, bien entendu. Cette entreprise reste financièrement très fragile. Le Festival des Deux Mondes n'a accordé que de maigres moyens. Sans le succès considérable obtenu dès la première représentation, la proposition de Ronconi ne serait jamais allée au-delà des limites de Spolète. Toute cette aventure a été portée par une volonté collective, un désir de réagir, d'affirmer le talent d'une nouvelle génération, de créer un manifeste annonçant le surgissement d'un autre théâtre, loin des conventions habituelles, loin des théâtraux stabilés. Ce spectacle sera repris à Paris en mai 1970 dans un des pavillons Baltard. Je me souviens, la foule entre, se presse, je suis le mouvement. On cherche des yeux la scène et les gradins, quelque chose qui ressemble à une salle de théâtre. On ne voit rien de tel. On peut faire du théâtre partout, même dans un théâtre, dit en souriant Augusto Boal. Aujourd'hui, c'est chose courante, mais à l'époque, nous sommes stupéfaits. Sous l'afflux du public, le vaste espace du pavillon semble se rétrécir. Il se passe un événement dans les anciennes halles, on ne parle que de Ronconi. Qui connaissait ce nom un mois plus tôt? La foule continue à envahir les lieux. Nous nous retrouvons serrés les uns contre les autres, nous attendons sans trop savoir dans quelle direction regarder. Sans le livre de Franco Quadri, j'aurais vraiment du mal à reconstituer pour vous quelques différents moments de cet incroyable spectacle. C'est au beau milieu du public qu'Astolphe, éclairé par un projecteur, se dresse sur un chariot tournoyant et, comme un crieur public, il lance le premier vers du poème de l'Arioste. Je chante les dames, les chevaliers, les armes, les amours, les faits de courtoisie, les audacieuses entreprises. Il annonce ainsi le début de l'épopée chevaleresque, le début du feuilleton héroïque-comique d'Orlando Furioso. Et Astolphe, tel un conteur de place publique, désigne de la main, là-bas, au loin, un chevalier surgissant de nulle part. Les spectateurs se retournent, ils découvrent Roland. Puis ailleurs, un autre chevalier. Encore ailleurs, un autre et un autre. Ils montent leurs chevaux, des silhouettes de bois et de tôle d'acier, vissés sur des chariots qui roulent en tous sens. Les cavaliers semblent perdus au milieu de la forêt des spectateurs. Poussant des hurlements, dit Quadri, et parcourant la salle de long en large, les 4 comédiens
s'emploie à chasser les spectateurs des positions que chacun pensait conquises pour la durée du spectacle. Le poème et le spectacle, inépuisablement, nous donnent à entendre et à voir des monts et merveilles. Je vous en laisse entrevoir quelques-unes en puisant toujours dans le même ouvrage. Après ces chevaliers partis à la recherche de leur bien-aimé dans la forêt, récitant simultanément leur monologue aux quatre coins de la salle, on assiste au combat de Bradamante, la fière guerrière sous son armure blanche, contre le magicien Atlante, sur une allée de chariots qui traverse tout l'espace. Elle arrive à le vaincre grâce à son anneau qui la rend invisible. Plus tard, l'ours marine s'approche de la malheureuse Olympie, retenue prisonnière sur une île. La bête marine va la dévorer. Mais au moment où Roland, armé d'une ancre, se jette sur elle, les chariots rapprochés qui soutiennent le squelette d'un animal préhistorique s'écartent brusquement. Le monstre est coupé en deux. Olympie est sauvée, et le fier Roland regagne ensuite sa barque à la nage. Porté sur les épaules des acteurs, il imite les mouvements d'un nageur. Ensuite, nous nous retrouvons chez les tueuses d'hommes, qui suppriment tous ceux qui se révèlent incapables de satisfaire 10 femmes à la fois. Nous entrons aussi dans le château du magicien Atlante, où sont retenus prisonniers, chevaliers et damoiselles, enfermés dans des cages de grillages argentés. On les voit se lamenter. Le chevalier Roger, sur son hippogriffe, plane dans les airs. Grâce à une formule magique récitée par Astolphe, le château disparaît, comme il a disparu dans ma mémoire. Quadri m'apprend qu'à cet instant-là, Roger et Bradamante, installés sur un chariot unique, s'avouent leur amour en exécutant des vocalises à la manière des chanteurs d'opéra. Quadri me rappelle aussi le siège de Paris, encerclé par les Sarrasins. La tour où se trouve Charlemagne est assaillie et repoussée jusqu'au centre de l'espace. L'empereur va être renversé par le roi sarrasin Rodomont, quand Roland, suivi des chevaliers anglais, vient enfin redresser le sort du combat. Les acteurs sautent des chariots pour se battre avec leurs épées de bois au milieu du public, et certains, gravement atteints, tombent aux pieds des spectateurs. Angélique s'éprend du soldat sarrasin Médoro, qui est blessé lui aussi. Roland, qui désire et recherche Angélique depuis le début du poème, surprend cette passion naissante. Son amour ne sera jamais partagé. Le chevalier Roland devient fou furieux et s'acharne contre des ennemis invisibles. Tandis que sur un autre chariot, Angélique et Médoro célèbrent leur mariage. Roland, tout seul, au milieu de la foule, récite le long monologue de la folie. Le spectacle s'achève quand Astolphe, chevauchant l'hippogriffe, s'élève dans les airs pour aller reprendre la raison de Roland, égaré dans la lune. Où avez-vous trouvé, messire Ludovico, toutes ces âneries ? C'est la seule remarque que fit au poète le cardinal Hippolyte d'Este, premier protecteur de l'Arioste, qui venait de lui dédier les 46 chants de son œuvre. Freud va partir de cette phrase célèbre « Où avez-vous trouvé, messire Ludovico, toutes ces âneries ?» pour montrer comment le poète, par sa fantaisie, prolonge à l'âge adulte les jeux de l'enfance. L'écrivain italien Gianni Selati poursuit d'une certaine manière la réflexion de Freud. Chacun peut constater qu'il suffit aux hommes d'agiter la langue pour éprouver un contentement. Dès lors qu'oublieux de tout et d'abord d'eux-mêmes, ils se perdent en leur parlure, comme des enfants en leurs amusements puérils. Et même si c'est de leur malheur qu'ils parlent, pourvu que la parole soit belle, ils sont heureux. Car le malheur alors se fait fable, et ils se perdent dans le plaisir de la fable qui donne l'oubli de tout. L'Arioste, le poète lui-même, se transforme en récitant, en conteur de place publique. Je chante.
Implicitement, il invite l'homme de théâtre à faire entendre publiquement sa parlure, comme le font aujourd'hui les Pupari, qui racontent Orlando Furioso en manipulant les marionnettes siciliennes. Et Eduardo Sanguinetti, qui collabore avec Ronconi sur l'agencement du texte, en est convaincu. Cette évocation de la tradition des chanteurs ambulants est sans doute le seul élément qui permette de parler d'une interprétation de notre part. Il ne s'agit pas d'une déformation volontaire du poème, mais plutôt d'un résultat objectif. L'Arioste fait appel à une forme de culture que nous sommes bien obligés d'appeler populaire, à défaut d'un terme moins galvaudé. Pour rendre le problème plus proche du théâtre, Sanguinetti fait basculer à la première personne du singulier le grand récit, ou chaque grand récit. Très souvent, un personnage s'adresse directement au public pour décrire son action au moment même où il l'accomplit. Le personnage se voit agir, comme le souligne Franco Quadri. La parole se fait action. Agissante, elle entraîne le mouvement de l'action. Comme de bien entendu, tout cela peut se conclure par un passage à l'acte réel. En tirant son épée de bois, le chevalier passe du récit de la bataille à l'échange de coups. L'action physique couronne l'action parlée. Sanguinetti, pour réduire le poème et le ramener aux limites d'une représentation de 2 heures, va procéder comme l'Arioste dans son jardin. De même que le poète ne cessait de changer de place ses différentes histoires dans le plan général de son œuvre, il avait la réputation de déplacer ses plantes constamment. Dans son verger aussi, il était passé maître en transplantation. Au lieu d'une adaptation au sens propre du terme, Sanguinetti va procéder à une réduction. Il ne conservera que le tiers du texte pour rester dans les limites de cette représentation de 2 heures. Son microcosme, réduction du macrocosme, conserve l'équilibre qui existe dans le poème entre le grotesque et l'épique, entre l'érotique et le fantastique. Claude Pérusse a raison de remarquer que Sanguinetti donne à voir la discontinuité, la simultanéité, la polyphonie, les rapports d'opposition, de parallélisme, voire d'écho entre les épisodes, bref, le jeu, au sens à la fois ludique et fonctionnel, des éléments du poème. Sanguinetti a conservé la variété et l'originalité des différents plans qui jouent entre eux, mais il laisse Ronconi maître du montage décisif et définitif. C'est en répétant que le metteur en scène trouvera les vrais moments de simultanéité, les enchaînements de séquences, la juste répartition des différentes tonalités de l'œuvre. Le dossier, préparé par Eduardo Sanguinetti, trouvera sa forme en suivant l'élaboration sur le plateau. Dans une conférence à la faculté d'architecture de Turin, le 15 novembre 1993, Ronconi affirme son désir de souvent abandonner la cage de scène pour pouvoir se livrer à de nouvelles expériences, pour pouvoir explorer de nouveaux espaces. Il revient sur l'espace d'Orlando Furioso, et voilà ce qu'il dit. Pour ce spectacle, il est impropre de parler de la définition d'un espace théâtral, car il s'agissait, par définition, d'un espace indéfini. Cet espace neutre est le lieu de rencontre entre les acteurs et les spectateurs. C'est le lieu de l'attroupement général. Il appartient à tous. La frontière est abolie entre ceux qui donnent l'œuvre et ceux qui la reçoivent. D'autant plus qu'aux yeux de Ronconi, les spectateurs, par leur participation au spectacle, font partie de l'œuvre. L'espace neutre où se déroule l'action n'est donc pas déterminé par la structure narrative du poème. Aucune scénographie fixe ne marque l'espace, simplement l'éclairage. Ne donnant aucune information, ne subissant aucune déformation,
Le lieu permet l'échange, comme le forum romain ou comme la place publique médiévale. Pourtant, sur les deux côtés parallèles de ce rectangle se font face deux rideaux en trompe-l'œil, peints sur des cartons différents l'un de l'autre. Ils évoquent tous deux le monde de l'opéra. Ces deux rideaux, rivaux, lequel doit-on regarder, se lèvent séparément ou ensemble pour permettre l'entrée des chariots dans l'espace neutre. Le sol est de plein pied. En fait, ces théâtres factices ne cachent aucune scène. Ce ne sont que des sas d'entrée pour permettre l'arrivée triomphale des acteurs sur leurs chariots roulants. Christian du Pavillon écrit « On en arrive à la reconstitution dans un même lieu de deux moments contradictoires, la place publique de la cité médiévale et le théâtre de cour de la Renaissance italienne. L'espace neutre est modulable selon les villes. À Spolète, à l'intérieur de l'église San Nicolo, on accueillait 300 à 400 personnes. Sur la place du Dôme à Milan, ce seront 7 000 ou 8 000 spectateurs qui participent à cette aventure chaque soir. De 300 à 400 personnes à 8 000 personnes, on voit comment l'espace neutre peut s'élargir ou se rétrécir. Ronconi le souligne, l'Orlando Furioso théâtral était donc une tentative de rendre physique la liberté du spectateur dans l'espace. Chacun, parmi ces spectateurs, pouvait voir son propre spectacle. Et chaque spectacle était différent de celui qu'aurait pu voir une autre personne qui se trouvait à 50 cm de distance. Toute cette pensée sur le spectacle n'existait pas avant la répétition. Ronconi insiste sur ce point. Nous nous sommes rendus compte de ce qu'était le spectacle dans le moment où nous l'avons fait. Quand commencent les répétitions d'Orlando, dans l'église de San Nicolo, à Spolète, Ronconi ne sait pas encore exactement comment il va réaliser ce principe de simultanéité, auquel il pense depuis le début, mais bien confusément. Dans la nef de l'église a été installée une scène volumineuse composée de longues tables assemblées. Très vite, Ronconi demande, intuitivement, de faire glisser sur le sol une de ces tables détachée des autres. Sur cette estrade mouvante, quelques comédiens apostrophent ceux qui sont restés sur la scène principale. Et ceux-là leur répondent. Pour continuer l'essai, eh bien, on écarte une seconde table, puis une troisième, et bientôt, ipso facto, la scène centrale est démantelée. Sans le savoir, ils viennent tous ensemble d'accomplir une révolution. Ils ont aboli le centre, le point focal de la représentation, que, semble-t-il, je n'ai pas la preuve, mais que les machinistes du XVIIe siècle appellent le théâtre, ce point où convergent tous les regards, le point de fuite du théâtre à l'italienne. Tout est parti d'une expérience concrète, simple, qui est allée jusqu'à son terme. Pour Orlando, précise Ronconi, les machines n'étaient pas prévues au départ. Mais à ce moment où je me suis demandé comment j'allais raconter cette histoire, j'ai compris que le recours à ces chariots, ces monstres, était le moyen le plus direct. C'était simplement le transfert primaire, très grossier, des principes de simultanéité et de mobilité présents dans le poème. Ronconi traduit le texte en mouvement dans l'espace et, ce faisant, il se relie à l'histoire de la scénographie. Il retrouve en effet les scènes des mystères ou de certaines fêtes médiévales. Sur la place publique, au milieu de la foule, sont installés une suite de tableaux vivants qui illustrent un moment de la vie d'un saint ou de la passion du Christ. En Angleterre, des chariots peuvent transporter ces tableaux en des endroits différents. Dans les pays latins, les passants se déplacent d'une scène à l'autre, comme dans nos foires. Ronconi croisera les deux systèmes. Ces monstres, ces chariots, construits en matière rudimentaire, en bois, prennent l'apparence de machines roulantes, primitives. Elles évoquent des temps archaïques, sans avoir de style précis. On sent la main de l'artisan qui les a fabriqués. Au lieu de proposer une scénographie, Uberto Bertacca construit 52 machines de scène qui tiennent de la machine de guerre
du praticable de cirque, de l'estrade foraine ou bien du manège d'enfants. Chacune est déplacée à bras d'homme. On voit donc à la fois l'acteur qui joue sur le plateau du chariot et dessous, sous le plateau, l'acteur qui ne joue pas en ce moment et qui pousse la scène de son camarade de jeu. Donc l'illusion est toujours démentie par la présence de celui qui pousse le chariot. Christian du Pavillon a très précisément détaillé la différence des chariots. Les plus simples sont construits en sapin d'une hauteur de 1,40 m environ et d'un plateau de 1 mètre sur 1 mètre ou de 1 mètre sur 2 mètres. Deux amoureux, par exemple, peuvent être ainsi chacun sur son plateau, séparés ou rapprochés, et les premiers rangs des spectateurs cachent le plateau au reste de la salle. C'est pour ça que c'est 1,40 m. Ce qui fait que les chevaliers, les demoiselles, au 3e ou 4e rang, semblent glisser dans l'air. On ne voit plus le chariot, ces petits chariots. Au contraire, il y a des chariots architecturaux qui sont plus élevés, qui sont plus grands, qui sont en quelque sorte les sculptures du spectacle. Vous avez un navire, alors avec 2 chariots et une coque, il suffit que les 2 chariots divergent et la coque explose. Vous avez l'hippogriffe. Alors ça, c'est une sorte de manège d'enfants. Vous avez un grand étrange oiseau fixé à l'extrémité d'un balancier et manipulé par 5 comédiens qui envoient en l'air, planer au-dessus du spectateur, un personnage. L'ours marine, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'importante carcasse antédiluvienne qui semble sortir d'un ouvrage de paléontologie. C'est une carcasse d'un animal préhistorique. Elle s'ouvre en 2 chariots. Le palais du magicien Atlante, c'est dans tout l'espace 5 tours différentes, grillagées dans un grillage argenté. La ville de Paris avec Charlemagne, la ville de Paris assiégée, c'est un large praticable haut de 3 mètres, avec la tour de Charlemagne en dessus. Vous voyez ? Donc on a des effets de surprise. La scénographie, finalement, c'est la mobilité des chariots dans l'espace. L'assemblement des chariots nus par exemple, peuvent former différentes figures, plus ou moins longues, plus ou moins larges. Elles forment comme des mentions dans le théâtre lyrique, liturgique médiéval. Elles correspondent aussi aux tréteaux nus de Jacopo. Par exemple, le texte indique qu'il s'agit d'un désert, d'une clairière, d'une montagne. On dit que c'est une montagne, mais évidemment, c'est très plat. Mais peu importe. C'est la poésie, l'imagination du public qui croit que c'est une clairière, qui croit que c'est une montagne. Je cite encore du Pavillon. Les personnages font figure de marionnettes à gaines, actionnées d'un dessous du plateau imaginaire, où libre de circuler se tiendrait le public. On a alors un plateau géant qu'on ne voit pas, où sont possibles toutes les démultiplications de l'espace. Dans la mesure où les chariots circulent sans trop être vus, je parle des chariots nus, je ne parle pas des sculptures, alors à ce moment-là, on sent flotter l'espace et tout d'un coup, le comédien est là, tout d'un coup il est là. Partout, il y a du théâtre, en gros. Partout, il y a du théâtre. Et partout, il y a du public. C'est le souhait profond de Ronconi. Selon moi, l'espace est toujours lié à la mobilité de l'acteur ou à la mobilité de quelque chose. Et Georges Banu dévoile la hantise du metteur en scène Ronconi, peut-être pas de tous. Si on regarde longtemps une image immobile, on s'ennuie. Excusez-moi, je suis une image immobile. Alors, les mouvements de machinerie correspondent à ceux d'une caméra. Ils servent à cadrer l'attention du spectateur sur un plan précis qui se déplace à différentes vitesses. Pour Ronconi, tout ce qui n'est pas fonctionnel à tel moment précis du spectacle doit être éliminé. Ça, c'est peut-être une très belle règle. Tout ce qui n'est pas fonctionnel à tel moment précis du spectacle doit être éliminé. C'est-à-dire que la scène qui est mise sur un chariot n'apporte que ce qui est utile au jeu. Le regard du spectateur se focalise sur l'essentiel, rien ne le distrait. Tandis que lorsque vous avez une scénographie fixe, la chaise qui est là depuis le début du spectacle, elle risque de gêner dans le propos. On ne comprendra pas, à la limite, la présence de cette chaise, elle ne sert pas le propos. Donc, l'idée de Ronconi, c'est de faire rentrer la chaise lorsqu'on a besoin de la chaise et de ne pas avoir une scénographie fixe qui impose une seule image. Les chariots permettent de composer et de décomposer, démonter et remonter le poème de l'Arioste en images à la fois ironiques et naïves. Nous assistons à un immense jeu de construction qui se fait, se défait, se refait. Les pièces du jeu courent çà et là.
Courir ça et là se dit en latin discurrere, discourir. Les déplacements des machines forment en eux-mêmes un discours poétique, émouvant parce que mouvant. Croisement, séparation, poursuite, accostage, rivalité. Cette course éperdue dans l'espace semble indéfinie et contingente. Elle dévoile un monde où plus personne n'est maître de son destin. Chacun est ballotté par les vents de la fortune ou les vents de la passion. Les tempêtes sont plus fortes que les marins. Il n'y a rien qui soit un bloc dans ce monde, écrit Balzac. Tout y est mosaïque. Vous ne pouvez raconter chronologiquement que l'histoire du temps passé, système inapplicable à un présent qui marche. Ronconi, sur son théâtre, projette la simultanéité d'un présent qui court aux quatre coins. Il peut y avoir 3, 4, 5, 6 scènes simultanées en même temps. Chaque chariot s'oriente dans le champ du possible. À tout instant, il est susceptible de changer de direction. Un autre chariot se découvre-t-il au loin, il peut toujours le rejoindre ou le fuir. Le parcours errant des chariots tisse la trame de la vie, faite de diversité, de discontinuité, d'incompatibilité. Tout n'est que rencontre ou rupture. Nous revivons dans le spectacle la confusion de tous ces présents simultanés et de toutes ces actions multipliées de nos sociétés éclatées. Au milieu d'un tel fourmillement, le spectateur ne sait plus très bien où donner de la tête. Regarde-t-il en face? Il abandonne ce qui se passe dans son dos. S'il voit une scène, eh bien cette scène peut en cacher une autre. Il entend autour de lui des rumeurs, des clameurs qu'il ne peut localiser. Chacun prend le spectacle que lui envoie le hasard, mais chacun reste en principe libre aussi de se détourner, de se déplacer pour aller voir ailleurs un autre spectacle. Mais mon souvenir me dit que, en tout cas au pavillon Baltard, nous étions si serrés qu'il nous était vraiment difficile de bouger. Ainsi, les spectateurs, au bout du compte, n'ont pas plus de prise que les personnages sur les événements qui se précipitent. Ils sont soumis eux aussi à de brusques discontinuités. Les tableaux passent et disparaissent, la totalité de l'expérience échappe, elle fuit. Ces machines, ces monstres, en roulant près de nous à vive allure, nous repoussent les uns contre les autres. Nous sommes réduits à devenir de la piétaille. Une réelle bousculade nous fait en une seconde quitter le théâtre pour un champ de foire. Nous sommes plongés dans la même confusion que les figures du poème. Nous participons à un beau chaos, à ce désordre d'où un monde peut surgir. Cette apparition d'une nouvelle manière de jouer, ce chambardement des codes habituels de la représentation, cet acte poétique sans frontières, respire une liberté joueuse. Le retour au théâtre comme jeu nous vaut une libération, écrit Max Frisch. L'exigence de croire aux coulisses, nous en sommes libérés. La joie de participer à ce qui advient, à cet inattendu, l'emporte. Nous sommes loin, très loin, c'est vrai, de ces spectacles qui renferment tristement un petit nombre de gens dans un antre obscur, qui les tiennent craintifs et immobiles dans le silence et l'inaction, qui n'offrent aux yeux qu'affligeantes images. Vous aurez reconnu la voix de Jean-Jacques Rousseau dans sa lettre à d'Alembert. Il suffit pour la comprendre de songer à quelques-unes de ces heures de théâtre, ces heures interminables qui veulent vous imposer, on ne sait pourquoi, chagrin, punition et culpabilité, et dont vous arrachent parfois un bienveillant sommeil. La joie se partage, elle nous relie les uns aux autres. Le jeu théâtral, quand il nous offre tant d'inventivité et de générosité, nous rassemble en nous donnant de l'énergie, de l'espoir. Il est promesse de communauté, désir de mieux vivre ensemble. Cette transgression des codes d'une représentation conformiste, c'est-à-dire conforme à nos habitudes, amplifie notre joie. Nous participons
à l'invention d'une métamorphose du théâtre. Nous jouons le jeu, nous entrons dans la danse. Plus puissant que les joueurs, le jeu nous dépasse et nous entraîne. Soudain, un chariot en forme de proue de bateau fend la foule. Nous nous sentons bousculés d'un côté, de l'autre, dans un sens, dans l'autre. Le bateau approche, nous fluctuons vers la gauche, vers la droite, et nous éclatons de rire. Nous sommes devenus les vagues de la mer. Nous sommes l'écume du spectacle. Le merveilleux nous a fait entrer dans son jeu. Mais Claude Pérusse n'a pas tort de se demander si, en fin de compte, le public ne devient pas un ingrédient du spectacle, au lieu que le spectacle devienne la chose du public. Avons-nous confondu aussi facilement le théâtre avec la fête de la bière ou la foire du trône? Ce serait oublier l'époque, le lieu où nous étions. Ce magnifique pavillon de Baltard, désaffecté après le départ des Halles à Rungis et promis à une démolition prochaine, stupidement sacrifié au profit d'une triste opération commerciale, reste à ce moment-là comme suspendu dans le vide. Dans ce lieu de nulle part, utopique, nous assistons au réenchantement du monde. L'Arioste, par ses mirages et ses prodiges, tel un Don Quichotte, réplique aux réalités financières et commerciales qui sont en train de gagner la partie. Cette explosion de joie, cette dernière salve d'un dernier feu d'artifice proclame, sur l'emplacement d'un futur temple de la consommation, un désir toujours brûlant de poésie. Le politique se faufile dans une forme poétique qui renouvelle l'art de la représentation selon le souhait d'Artaud. C'est pour prendre la sensibilité du spectateur sur toutes ses faces que nous préconisons un spectacle tournant et qui, au lieu de faire de la scène et de la salle deux mondes clos, sans communication possible, répandent ses éclats visuels et sonores sur la masse entière des spectateurs. Artaud semble évoquer Orlando Furioso, d'autant plus qu'il ajoute, pratiquement, nous voulons ressusciter une idée de spectacle total où le théâtre saura reprendre au cinéma, au music-hall, au cirque et à la vie même ce qui, de tout temps, lui a appartenu. Ronconi, donc, continue à décentrer son spectacle. À la multiplicité des points de vue, il ajoute la pluralité des formes d'expression. Comme le note le critique Gilles Sandier, nous sommes en présence d'une somme de culture théâtrale, populaire et savante, où se retrouvent, unis, le déroulement cinématographique, l'usage amusé des bandes dessinées, l'opéra et l'opéra bouffe, et les marionnettes siciliennes, et les machines de Léonard ou de Vigarini, et les fresques de Pinturicchio. Sandier décrit bien la forme carnavalesque, le jeu forain sur des tréteaux nus, les acteurs, gesticulants, accoutrés d'oripeaux et peinturlurés comme des figures de charrettes siciliennes. Ronconi, en fait, rethéâtralise le théâtre, comme le metteur en scène russe Taïrov, qui, en 1920, monte Princesse Brambilla, d'après Hoffmann, et nous explique ses choix. C'est la première tentative faite pour ouvrir des perspectives à l'art scénique en général, pour rendre toutes les vibrations d'une œuvre scénique, et non plus se limiter à un genre, drame, comédie, opérette, pantomime, ballet, cirque. Mêler intimement tous les procédés d'un théâtre libéré, tous ensemble, pour capter la fantaisie du spectateur et l'entraîner dans le tourbillon de leur fantasmagorie théâtrale. Voilà quel était l'objectif de Princesse Brambilla, c'est aussi celui d'Orlando Furioso. Tout est en circulation. Le poème proféré en italien se transforme pour nous en un temps musical polyphonique. Les voix se démultiplient, ainsi que les apparitions, chaque fois variées, chaque fois sous de nouvelles figures. Les 42 comédiens se transforment en 99 personnages différents. Les styles de jeu changent. Un poème en pièces et en morceaux circule à bord de chariots au milieu du public. Les spectateurs se déplacent parmi les tableaux mouvants. Il y a lyrisme dès qu'il y a circulation, s'exclame Georges Perros. Rien n'est plus lyrique que le sang.
Cette circulation rapproche le théâtre et la fête. Orlando Furioso fête l'invention d'un théâtre. Au lieu de répliquer à ceux qui se moquent en évoquant la fête de la bière, je préfère relire Octavio Paz, pour qui la fête est avant tout l'avènement de l'insolite. Dans la confusion qu'elle engendre, la société se dissout, se noie en tant qu'organisme, régie selon certaines lois, certains principes. Mais elle se noie en elle-même, dans son chaos et dans sa liberté originelle. Ce chaos fait table rase de l'ordre de la représentation frontale à l'italienne. Le théâtre est arraché à son cadre traditionnel, dispersé dans l'espace. Ce sentiment de liberté du regard et du mouvement redonne une allégresse au public qui partage cette expérience unique. Cette fête théâtrale affirme fortement le désir de voir la vie renaître face aux forces de destruction qui s'approchent des lieux. Spectacle ou expérience? C'est la question que je me pose. Orlando Furioso et 1789 du Théâtre du Soleil se jouent la même année à quelques mois de distance. On a souvent comparé les deux spectacles. Bernard Dort préfère nettement le second. Une différence essentielle sépare 1789 de l'Orlando. Là où celui-ci restait, en fin de compte, un divertissement exotique de haute qualité, mais sans autre signification que le plaisir de faire du théâtre, 1789 est aussi et surtout une méditation la plus ingénieuse, la plus colorée possible sur notre histoire, sur la Révolution, celle de 1789 et bien d'autres encore. Il est incontestable que le sujet de 1789, la Révolution vue par le peuple, donne un centre et un sens au spectacle du Théâtre du Soleil. Ronconi semble fuir le centre et le sens. Le poème de l'Arioste ne serait-il qu'un beau prétexte pour faire une expérience théâtrale sans conséquence? Ronconi lui-même juge différemment les deux spectacles. Si l'on compare 1789 de Mouchkine et Orlando Furioso, qui avaient des similitudes, je pense que 1789 était mieux réalisé, mais que la liberté des spectateurs de se déplacer à travers les machines et de voir ce qu'ils voulaient rendait le spectacle plus riche. Ronconi ne s'attarde pas sur le contenu de son spectacle. C'est l'expérience d'une nouvelle relation entre les acteurs et les spectateurs qui le passionne. Il le souligne. Je suis profondément attaché à l'idée d'expérience des spectateurs, et lorsque 1000 spectateurs viennent pour un spectacle, ce sont 1000 individualités plus qu'un public. J'aime qu'elles s'opposent. Au fond, Ronconi lui-même m'ouvre les yeux en me demandant de les fermer lorsqu'il écrit « Ce spectacle doit être vécu par le public et non vu et jugé. » C'est vrai. J'ai participé à une expérience fascinante qui m'empêchait de prendre du recul et de voir le spectacle. Voilà pourquoi ma mémoire n'a pas imprimé en moi le déroulement de ce que j'ai préféré vivre plutôt que voir. Sanguinetti avoue clairement l'ambition du projet. Notre travail est fondé sur une nouvelle façon de concevoir le théâtre. Le fait de s'appuyer sur l'Arioste n'est qu'un prétexte utile, et je souligne, prétexte utile, dans la mesure où cet auteur est lu et connu pour favoriser la diffusion d'une certaine idée du théâtre. Si cela réussit, ce sera effectivement la première fois qu'on réalisera le mythe de la participation du spectateur. Je découvre ainsi que Ronconi, par cette expérience, cherche à se distinguer de l'avant-garde américaine ou autre, qui à cette même époque fait sensation en Italie, comme par exemple ce living theatre qui enthousiasme une grande partie de la jeunesse. Ronconi refuse d'être confondu avec eux. Il est désespéré presque. Voilà, nous y sommes. On cite Grotowski, Lopen, le living. Pourtant, nous nous sommes proposés quelque chose d'entièrement différent. À mon avis, même les groupes américains les plus avancés se bornent à nous présenter, alors tenez-vous bien, se bornent à nous présenter des spectacles faits pour être vus. Et c'est là la rupture. Nous voulons au contraire dépasser les limites du phénomène théâtral tel qu'on l'a connu jusqu'ici et entrer dans le domaine du vécu. Nous voulons faire un spectacle qui n'ait pas d'unité a priori et qui ne puisse
même pas être reconstitué mentalement par le spectateur a posteriori. Eh bien, effectivement, en ce qui me concerne, c'est réussi. Sans le livre de Franco Quadri, je n'aurais jamais pu retrouver les pièces du puzzle qui s'étaient éparpillées dans le temps. N'y a-t-il pas alors une autre interprétation possible à donner sur ce spectacle? Je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas, je suis parti sur cette piste, vous me direz après ce que vous en pensez. Jean Duvigneau, dans Spectacle et Société, qui est paru exactement la même année, en 1970, nous invite en fait à réfléchir tout autrement au théâtre. L'artiste, écrit-il, s'empare de figures éloignées dans la durée, comme s'il se dissimulait sous un masque, mais afin d'affronter une expérience inconnue, non encore formulée. Il continue. Alors que d'une manière générale, le nouveau constitue le grand danger pour les cultures constituées, le théâtre propose ce nouveau qui se masque sous le visage d'un passé lointain pour rassurer le public. Mais en fait, sous ce masque, une expérience nouvelle arrive. En effet, peut-être que sous le masque plaisant de l'Arioste, chacun fait, en s'amusant, en jouant, l'apprentissage d'un chemin solitaire, pourtant grégaire, dans un univers éclaté. Au lieu d'être tourné vers le passé, d'être un écho des événements de 1968, ce spectacle ne serait-il pas une expérience nous annonçant ce nouveau qui s'appelle mondialisation? Sous le prétexte d'une libération, un piège ne serait-il pas en train de se refermer sur chacun des spectateurs isolés? Tout semble se composer en dehors de nous. Ne sommes-nous pas devenus, nous aussi, des marionnettes, semblables à celles que nous voyons, qui n'arrêtent pas d'être bousculées? Ne sommes-nous pas prisonniers d'une fausse magie, prisonniers d'un monde devenu spectaculaire? N'est-ce pas le sens réel du final? Brusquement, les machinistes déplient à travers l'espace des châssis de claire-voie, déploient un labyrinthe grillagé dans lequel ils enferment acteurs et spectateurs. La fin, en se refermant, se retourne contre nous. Après avoir fictivement parcouru l'univers, traversé terre, mer, cieux à cheval sur l'hippogriffe, nous nous retrouvons réellement encagés. À l'époque, dans l'effervescence du spectacle, je n'ai vu qu'un dernier enchantement. Dans l'euphorie du moment, j'éprouvais plutôt un sentiment de libération. Le théâtre continuait à nous délivrer de ses habitudes. Comment aurais-je pu voir, moi qui vivais le spectacle au lieu de le regarder, que ce jeu signifiait un arrêt de jeu? À l'ouverture succédait la fermeture, à la mobilité, l'immobilité, l'enfermement, le repli, l'absence d'issue de secours. Cette fin est le contraire d'un dénouement. Tout se resserre, tout se noue. Ronconi avait même projeté d'expulser brusquement le spectateur et de le jeter à la rue. C'est dire la réelle brutalité de la fin, qui n'a pas été réalisée, mais il y a pensé, assez joué, sortez. Ronconi, très solitaire, continuera ses expérimentations. Rebelle à son propre succès, il change aussitôt de cap pour échapper à lui-même. Changer, c'est sa seule manière de rester fidèle au théâtre qu'il aime, changeant. Tout de suite après Orlando Furioso, il monte une Orestie, statique, ascétique, en reprenant le rapport frontal entre la scène et la salle. J'ai détesté être à la mode avec Orlando. À la mode, pour moi, ça se rapporte toujours à ce qu'on faisait l'année dernière. C'est le renouvellement du metteur en scène, de l'acteur ou de l'artiste qui est la chose importante. Un renouvellement ne passe pas par une redite, mieux vaut la surprise de la découverte. Comme Don Juan, Luca Ronconi est un homme aux semelles de vent. Voilà, merci.